économique et culturel en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction Actualité Plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La Tribune de l'Actualité Plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La Tribune de l'Actualité Plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Ah oui, c'est sur Chéri FM Guinée et nulle part ailleurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi 17 août 2017 et bienvenue donc dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Après un report, la Direction nationale des impôts, à travers la structure Wassolo Agence Communication, organise à partir de demain vendredi une formation à l'intention des journalistes de la presse publique et privée du pays. Quel est donc l'objectif recherché en organisant cette formation et quel est surtout l'état de préparation de cette rencontre? Aboubacar Diallo est directeur général de la structure Wassolo Agence Communication. Il sera tout à l'heure en direct dans cette émission dès l'entame. La route tuerait aujourd'hui plus que Ebola, c'est du moins les conclusions d'un activiste de la société guinéenne. En moins de 3 mois seulement, les accidents de la circulation ont fait près de 200 morts et des blessés graves. L'état des routes, la non-maîtrise des engins ou encore leur défectuosité, pour ne pas dire la fantaisie des conducteurs, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer la fréquence des accidents en Guinée? Le dernier cas en date, vous le savez, c'est celui de Labota dans la préfecture de Kindia qui a fait 9 morts. Et pour en parler, notre spécialiste en maison des questions routières, Balamoussa Konaté, il est ingénieur en pont et chaussée. Il sera lui aussi en direct dans cette émission. La passation des services entre le nouveau président de la CENI et celui sortant aura lieu enfin ce jeudi à 14h. C'est du moins le communiqué de l'institution qui a été publié hier. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a donc été favorable à Maître Salifou Kébé, le confirmant ainsi à la tête de la CENI. Pourtant, la démarche avait été qualifiée de rébellion par des acteurs de la société civile, dont Mamadi Tourakaba. Est-ce qu'il maintient encore cette position vu l'évolution de la situation au sein de l'institution? Il sera lui aussi en direct dans cette émission. Et puis comme invité ce matin ici dans ce studio sur ce plateau, Ibrahima Dr Yatara, il est analyste sociopolitique, il est consultant en éducation. Avec lui, il sera justement question de cette situation à la CENI, de l'organisation des élections locales en Guinée, mais également du système éducatif. Vous le savez, cette année, la rentrée des classes est prévue au 15 septembre pour le préuniversitaire. Ibrahim Dr Yatara, bonjour. Bonjour. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour à Aboubacar Kandé, bonjour à Docta, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. La mise en onde est assurée par Cabinet Sano, la réalisation côté TATV assurée par Alassane Diallo et toute son équipe composée ce matin de Kadiatou Touré et Sekou Touré. Il est déjà en ligne, Aboubacar Diallo. Il est le directeur général de la structure Wassolo Agence Communication. La Tribune de l'Actu Plus, l'invité. Aboubacar Diallo, bonjour. Bonjour Daouda Mohamed Kamara, bonjour Aboubacar Kondé, bonjour à tous. Vous êtes directeur général de Wassolo Agence Communication. Vous êtes promoteur d'ailleurs de cette formation d'une 50aine de journalistes. Dites-nous, ça a été reporté et c'est maintenu désormais pour demain. Est-ce que sur le plan technique préparatif, tout est en place aujourd'hui? Oui, je peux vous dire d'entrée d'abord, il faut commencer par vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour communiquer à propos de cette initiative, de ce projet de formation qui est arrivé à la phase de maturation et à la phase d'exécution. Donc c'est demain, comme vous l'avez dit, demain vendredi 18 et samedi 19. Donc cette formation se tiendra dans un complexe hôtelier de Conakry en haute banlieue à l'intention et en faveur plutôt d'une 50aine de journalistes de la presse guinéenne, donc des médias publics et privés. Donc sur le plan des préparatifs, je peux vous dire que
tout est prêt, pratiquement au millimètre près. Voilà, il faut quand même s'assurer que, on va s'assurer tout à l'heure dans la journée que tous les derniers réglages ont été faits et que tout est au point pour vraiment offrir le meilleur cadre possible et les meilleures conditions donc de déroulement de cette formation donc à ces journalistes, à la cinquantaine de journalistes qui donc participeront à cette formation. D'ailleurs, quel est l'objectif recherché en organisant cette formation, M. Diallo? Il faut dire que la finalité recherchée, pour répondre tout net à votre question, la finalité recherchée, donc, c'est d'amener les journalistes, les hommes des médias guinéens à être outillés sur les questions liées à la fiscalité, parce que la fiscalité, c'est un domaine comme d'autres domaines qui n'est pas tout à fait connu des journalistes guinéens, pour ne pas dire que ça ressemble à de l'algèbre pour le bon nombre d'entre nous, hommes des médias. Donc, nous, à Wasolo Agence Communication, nous sommes inscrits dans une logique donc de permettre aux hommes des médias guinéens, donc désormais de s'imprégner, de s'approprier les notions basiques de certains domaines, de manière donc à pouvoir s'approprier le lexique usuel de ces domaines. Parce que quand en tant que journaliste, quand on doit aborder un sujet, quand on doit parler d'un domaine, d'un secteur d'activité, donc de la vie socio-économique, il faudrait bien en amont, de ce exactement le lexique, donc les notions basiques et comment et le fonctionnement même de ce secteur. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette formation qui est la tête de pont donc d'une série. On a à l'interne élaboré un vaste programme, donc on est sur un vaste chantier de formation qui va toucher à plusieurs autres secteurs. Après les impôts, il y aura certainement le 7 et demain on va d'ailleurs lancer l'appel en présence du ministre du budget. On va aussi donc on espère avoir une formation donc pour les jeunes guinéens sur les questions douanières. Nous sommes en concertation avec les autorités en charge du secteur des mines pour pas une formation sur la gouvernance minière. Il y a les questions de gouvernance financière aussi, la sécurité, la justice, les textes internationaux, etc., etc. Et d'autres disciplines sportives également. Alors, on va essayer d'avoir une proposition avec le ministère des Sports, parce qu'il y a beaucoup de disciplines comme le handball, le volleyball, dont les termes techniques ne sont pas forcément connus de tous les journalistes sportifs. Donc, on est dans cette logique. C'est vraiment la première d'une série que nous souhaitons lancer donc à partir de demain. Et je peux vous assurer donc que tout est au point et nous sommes vraiment en phase avec la Direction nationale des impôts qui donc nous a fait l'honneur de nous confier l'organisation de cette formation. Le chantier, il est certes vaste et on connaît le journaliste guinéen. Nous sommes pratiquement, on peut le dire, tous généralistes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ambition de Wasolo Agence Communication est d'aller vers une spécialisation des journalistes guinéens? Ah oui, vous avez touché le fameux mot, Daouda Mohamed. Franchement, c'est l'un des objectifs majeurs recherchés par nos structures en initiant ce vaste chantier de formation. Parce que je vais rappeler, vous permettrez, que si notre presse a contribué, continue de contribuer de manière assez importante à l'ancrage à l'avènement et à l'ancrage de la démocratie dans notre pays, donc il n'y a pas de doute sur sa contribution, mais les médias en tant que tels souffrent d'un défaut de qualité des ressources humaines. Donc les hommes et femmes qui travaillent au sein de nos médias rencontrent des difficultés, sont confrontés à des défis, notamment sur le plan de la formation. Donc c'est pourquoi je ne veux pas parler de la langue qui est notre premier outil de travail, mais il faut des formations spécialisées comme ça, secteur par secteur, domaine par domaine, pour qu'on puisse avoir désormais dans notre pays des journalistes spécialistes de différents domaines. Il y a par exemple le secteur des télécommunications, l'économie numérique, c'est tout un domaine, un vaste domaine. La pêche et l'économie maritime également. La pêche maritime. Vous voyez donc la gouvernance minière, dans le domaine des mines par exemple, nous commençons à avoir quelques spécialistes, mais il faut en avoir plus. Donc à la fin de cette formation, nous souhaitons donc susciter l'envie de rechercher, d'accroître les recherches chez tous les participants pour que à la fin du compte ils puissent vraiment être intéressés donc à se spécialiser, à avoir plus de connaissances sur le domaine des impôts pour donc plus de formations continues à l'étranger, pourquoi pas,
et devenir donc des spécialistes des questions fiscales dans notre pays. Donc il en est de même pour d'autres domaines. Donc c'est vraiment l'un des objectifs poursuivis, l'un des objectifs majeurs poursuivis par cette formation d'Aouda Mohamed. D'ailleurs, depuis votre lancement, on vous a connu quand même du côté de l'événementiel, le tournoi corporatif et également la journée internationale des médias. Pourquoi ce changement à 180 degrés vers la formation? Ou cette variation? Non mais c'est peut-être quand vous posez la question comme ça, c'est parce que vous ne connaissez pas certainement tout ce qu'il y a à l'intérieur du plan d'action annuel de Ouassolo Agence Communication, qui est un plan d'action robuste, assez ambitieux, donc qui intègre beaucoup d'aspects et qui touche donc à beaucoup de choses à la fois. Donc il y a l'événementiel, mais il y a la formation qui est vraiment un des aspects importants de notre plan d'action. Il y a aussi le divertissement, comme vous l'avez dit, le tournoi corporatif qui va revenir. La seconde édition, c'est pour bientôt. Nous sommes en train de travailler ardemment. Voilà. Et il y a aussi les campagnes de sensibilisation. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons à l'interne réfléchi à deux projets de sensibilisation. Une campagne de sensibilisation pour amener à sortir 1000 à 2000 jeunes des mines de Sigiri pour les remettre sur le chemin de l'école. Donc ça, c'est un projet sur lequel nous travaillons et on a déjà fait le premier pas vers le ministère des Mines et cela va continuer. Il y a aussi des campagnes de sensibilisation en direction de Bokeh, donc qui a connu des soubresauts récemment. Tout à fait. Donc nous travaillons sur ces différents aspects. Il y a aussi la question de la pêche illicite. Donc nous allons avoir aussi un travail dans ce sens. Donc on n'est pas borné cantonné sur un domaine, sur l'événementiel. Ouassolo Agence Communication, c'est aussi la formation et je peux vous assurer que nous, en tout cas, nous ambitionnons d'offrir le maximum de formations possibles à l'ensemble des journalistes guinéens et in fine, donc, avoir des spécialistes et des signatures dans notre pays, domaine après domaine. C'est vraiment beaucoup d'activités dans l'escarcelle, mais pour que tout cela soit possible, il faut que l'équipe soit davantage étoffée. C'est vrai, les ressources humaines, ça ne finit pas, mais ils sont nombreux aussi qui manifestent le désir d'intégrer la structure. Vous qui êtes le premier responsable, qu'est-ce qu'il faut concrètement? C'est une question piège. Question colle. C'est une question piège, c'est une sorte de colle là. Mais je peux vous dire qu'on n'est pas fermé. D'accord. On n'est pas fermé. Il y a des amis, des confrères qui bousculent, qui bousculent donc à la porte. Voilà, nous sommes. Tout va être examiné au cas par cas. Voilà, nous ne sommes pas pressés, nous allons examiner au cas par cas. Parce que Ouassolo Agence Communication, c'est véritablement l'efficacité au sens propre et au sens figuré du terme. Donc, nous n'allons pas fermer les portes à tout le monde, mais nous n'allons pas aussi prendre tout le monde. Il faut être sélectif aussi. Voilà, il faut être très, très sélectif et nous allons examiner les dossiers au cas par cas. Voilà, et il y aura de la place pour tout le monde. Voilà. Et notamment pour les femmes. Pour les femmes. D'accord. Peut-être la dernière question, on sait, Conakry, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de radios à Conakry, mais cela ne veut pas aussi dire qu'il n'y en a pas à l'intérieur du pays. Est-ce que Ouassolo Agence Communication a-t-elle aujourd'hui des ambitions d'étendre ses activités sur les journalistes aussi se trouvant jusqu'en Zérékoré? Bien, et c'est d'ailleurs l'un des plaidoyers que nous allons faire demain, l'un des plaidoyers forts que nous allons faire demain, sur la base de toutes les sollicitations que nous avons eues, mais aussi des reproches. Voilà, on s'est fait tirer un peu les oreilles depuis que nous avons fait quelques annonces via les réseaux sociaux. Et beaucoup de confrères de l'intérieur du pays nous ont écrit, nous ont appelés pour souhaiter participer. Donc on a senti un fort engouement de la part de tous les confrères, et notamment ceux de l'intérieur du pays, donc de pouvoir bénéficier de la même formation. Donc nous allons faire ce plaidoyer demain en direction de la Direction nationale des impôts et du ministère du budget. On espère que le ministre du budget sera là, le porte-parole du gouvernement également, le ministre de la communication. C'est ce qu'on nous a fait entendre du côté de la DNI. Donc devant toutes ces autorités réunies, on va lancer cet appel-là pour que à la suite de la formation qui aura lieu donc ici à Conakry, qu'on puisse organiser une formation à l'intention des confrères de l'intérieur du pays, qu'on puisse choisir par exemple l'abbé Kankan ou Kindia ou Zérékoré, qu'on puisse réunir une cinquantaine de journalistes là-bas aussi
pour qu'ils bénéficient de la même formation. Parce qu'il faut rappeler, Daouda Mohamed Aboubakar Condé, que l'objectif aussi, la finalité la plus aboutie de toute cette formation, en tout cas pour le compte de la Direction nationale des impôts et de toutes les autorités en charge du budget, parce que nous, d'un côté, nous allons bénéficier de cette formation, nous allons être outillés, nous allons comprendre le langage et le lexique des impôts, et le fonctionnement, l'organisation de l'administration fiscale, les réformes qui ont été engagées depuis l'arrivée de Aboubakar Macky Sall, des réformes qui ont permis un accroissement important des recettes intérieures de l'État. Mais pour le compte de la Direction nationale des impôts, il ne faut pas oublier aussi que ça va permettre donc que les hommes des médias servent de couloir de transmission, comment je vais dire, de canal ou de canaux de vecteurs de transmission et de vulgarisation des messages en direction des imposables. Parce que nous avons un module sur les droits et devoirs des citoyens vis-à-vis des impôts. Donc désormais, nous serons vulgariser des messages sur ces devoirs et ces droits. C'est les réformes. Et les bons messages d'ailleurs, parce que c'est ce qui manque le plus souvent. On donne des informations dont nous-mêmes n'avons pas la pertinence, ne cernons pas la pertinence de l'information. Exactement. Et donc nous serons à la suite de cette formation accompagner les réformes qui ont été engagées. Vous avez vu cette année avec la vente de la taxe unique sur les véhicules. Donc, et l'année prochaine, on espère que les médias vont s'impliquer davantage pour qu'il y ait plus de recettes, qu'on passe de 34 milliards, pourquoi pas 100 milliards de francs guinéens. Donc c'est important aussi pour la Direction nationale des impôts. Aboubakar Diallo, directeur général de Wassolan Agence de Communication, merci d'être passé dans cette émission. Merci Aboubakar, merci pour l'opportunité. Très bonne journée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. De Conakry, on se rend du côté de Kamsar, sous-préfecture située dans la préfecture de Boké, d'où nous avons en ligne notre spécialiste maison des questions routières Balamoussa Konaté. C'est bien par rapport aux accidents de la circulation qui surviennent de plus en plus dans notre pays. Daouda l'a dit tout à l'heure, selon un citoyen, la route tue aujourd'hui plus que l'Ebola. C'est vraiment compliqué. En moins de 3 mois, la route a enregistré plus de 200 morts, des chiffres qui donnent le vertige. Il est déjà en ligne, Balamoussa Konaté. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Balamoussa Konaté, bonjour. Bonjour, monsieur Kamara. Bonjour, monsieur Condé. Le libellé vient tout juste le dire. Un activiste de la société civile qui dit ou qui conclut que les accidents de la circulation aujourd'hui tueraient plus qu'Ebola. Est-ce que vous tenez à cette déclaration? Vous êtes d'accord avec cette assertion? Je l'ai dit il y a près de 2 ans. C'est une réalité. C'est que Ebola a été une épidémie qui est vraiment circonscrite dans le temps. Mais les accidents de route sont comme existentiels. Depuis que les routes modernes ont existé, elles tuent toujours. Chaque pays a sa politique pour lutter contre ce fléau social. Chez nous, nous devons avoir la nôtre pour pouvoir vraiment éviter que certaines vies soient arrachées de certaines manières. Parce que puisque les accidents de la route sont liés à l'utilisation de la route, mais un certain type d'accident vraiment évitable existe chez nous, c'est ce qui est révoltant. C'est ce qui est révoltant, on l'a dit également, plus de 200 morts dans les accidents de la circulation seulement en 3 mois. En moins de 3 mois d'ailleurs. Aujourd'hui, le dernier cas en date, c'est bien celui de Labota dans la préfecture de Kindia. On nous apprend que c'est entre deux véhicules, un camion et un taxi. Les informations que vous avez, à qui vous imputez la responsabilité dans cet accident? Bon, la responsabilité se trouve exactement au niveau des conducteurs. C'est vraiment des fautes professionnelles cette fois-ci qu'il faut vraiment festiger. Parce que dans le code de la route que tout le monde croit avoir maîtrisé, se divise en 4 compartiments. Le premier compartiment, c'est vraiment les règles liées à la conduite, à la circulation. Tout ce que vous avez comme maîtrise des panneaux de signalisation, la façon de se comporter même derrière le volant, etc., etc. Alors, beaucoup de conducteurs pêchent à ce niveau-là.
Et deuxième compartiment, c'est le comportement aussi. C'est-à-dire, en conduisant, il ne faut pas être en état d'ébriété, il ne faut pas être fatigué. Il y a tout un temps. Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être distrait, comme un téléphone au volant, etc. Même la nervosité. Alors, troisième volet, ce sont les éléments fonctionnels qui composent un bon véhicule. Que ce soit la moto, que ce soit l'automobile, sont tous des véhicules. Donc, il faut avoir le phare correct, il faut avoir le frein correct, il faut avoir tous les éléments corrects qui font d'un véhicule vraiment exempt de toute cause d'accident. Et en tient maintenant le troisième compartiment et le quatrième compartiment, ce sont les règles liées aux sanctions à infliger par rapport à telle ou telle infraction. Mais le premier compartiment que je vous parle, c'est ce compartiment-là qui est à la base. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne maîtrisent pas en réalité la conduite. La conduite, ce n'est pas seulement le véhicule que tu conduis, mais comment se tenir sur la route. Vous savez, l'accident qui s'est produit, ça s'est passé entre deux véhicules. L'un venant du côté de Kindia, qui et l'autre du côté de Koya. Bon, celui de Kindia, malgré que c'est lui qui a été vraiment la victime, avait déjà un péché originel. Le nombre d'accidents là, le nombre de tués pouvait être limité si le constructeur qui a prévu, en tout cas en allant à l'assurance, des véhicules comme ça, c'est 6 places, on dit 6 places. Alors, 6 places, un à côté du chauffeur, 3 au milieu et 2 derrière. Ce qui fait exactement 6 places, plus le conducteur 7. Mais vous avez vu, dans ce véhicule-là, il y avait 10 personnes. 10 personnes, selon mes informations. En tout cas, 9 sont morts sur place. 9 sont morts sur place. C'est le problème de surcharge encore. Donc, les signes d'accidentalité existaient déjà. C'est comme le cas de Yoropodia sur la route de Koya, sur la route de Dubreka, Doufa, où il y a eu quelque chose de 30 morts pour un minibus peut-être qui était de 15 places. Alors, ce sont ces problèmes généraux qu'il faut résoudre chez nous si nous voulons vraiment que les accidents ne nous endeuillent pas d'une manière révoltante. Vous avez vu, le véhicule qui était côté Conakry, un ben qui était chargé de sable, a pêché parce que l'accident s'est produit exactement au niveau d'un virage, autrement dit d'une courbe très réduite. Alors, lui, avec la saison des pluies là, les arbres sont très hautes. Alors il n'a pas pu voir probablement devant lui parce qu'il était masqué, la vue était masquée par les hautes herbes. Donc, il a voulu complètement voir clair avec certainement l'allure à laquelle il est rentré dans le virage, parce que souvent en rentrant dans les petits virages, le conducteur doit savoir alors prendre ses précautions en réduisant sa vitesse, parce qu'il y a ici le phénomène de ce qu'on appelle la force centrifuge qui tend à faire sortir le véhicule hors de la trajectoire curviligne. Donc, lui, en étant dans son allure qu'il n'a pas changé, d'ailleurs, il était en train de monter, c'était la rampe, alors il a voulu voir beaucoup plus clair, donc il est parti vers le contresens, vers le côté qui descendait, qui venait de Kindia. Alors, malheureusement, il a rencontré un autre véhicule puisque c'était la pente, donc lui descendait en force. Alors, la collision a produit l'effet parce qu'il y avait l'autre élément qu'on appelle la vitesse. Vous savez, la première cause des accidents mortels, la première cause, je précise, c'est l'excès de vitesse. Parce que les accidentologues routiers ont prouvé que un choc produit suite à une vitesse, ce choc-là est proportionnel au carré de la vitesse. Cela veut dire que plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent. Si les deux véhicules qui s'étaient rencontrés n'étaient pas l'un et l'autre avec une certaine vitesse très élevée, on pouvait quand même constater des dégâts déplorables, mais pas avec un tel bilan. D'accord. Alors, c'est la mauvaise conduite.
L'autre question, c'est certes quand on dit en philosophie qu'en respectant ou en vous acquittant de votre devoir, c'est tacitement respecter le droit de l'autre. La route, elle est géométriquement tracée. Chacun a quand même une priorité. Et si aujourd'hui chacun veut être partout et nulle part, est-ce que ce n'est pas aussi cela qui conduit à des accidents graves lorsque vous laissez votre... la pagaille dans la circulation. La pagaille dans la circulation. Vous laissez votre droit, là où vous êtes prioritaire pour vous abattre sur le côté qui n'est pas le vôtre. Est-ce que cela aussi n'est pas un élément causal? Vous savez, j'ai eu à classer les conducteurs accidentogènes en 6 groupes. Mais il faut ajouter à ces 6 groupes-là, un autre groupe, peut-être qu'il faut dire les conducteurs égoïstes. C'est-à-dire que la conduite n'accepte jamais l'égoïsme. Quand vous ne pensez qu'à vous-même, vous violez complètement les règles préétablies, vous êtes toujours la cause fondamentale des accidents qui arrivent. Parce que le gars qui a quitté son sens pour aller sur l'autre côté, c'est par égoïsme. Il savait, si c'était un bon conducteur, il savait que à tout moment, un autre véhicule pouvait être dans ce sens-là, parce que c'est le droit des autres véhicules aussi de rouler dans le sens contraire à lui. Mais il est parti là-bas parce qu'il ne voyait que son intérêt à lui seul. Mais vous savez, un bon conducteur, c'est, excusez-moi du terme, c'est une personne qui est très bien éduquée. Et très bien éduquée sur le plan moral. C'est un bon philosophe qui se dit que ce que je vais faire là, est-ce que il étudie d'abord les circonstances. Quels sont les tenants et les aboutissants de mon acte? Est-ce que moi-même, je vais en partir dedans? Parce que l'égoïsme est dans. L'on doit d'abord se poser la question, est-ce que, avec une vitesse de 120 km à l'heure, si alors un obstacle majeur se présente devant moi, qu'est-ce qui va m'advenir à moi d'ailleurs? Généralement, quel que soit l'égoïsme d'un conducteur, quand il sait qu'il n'a pas de solution pour ça, puisqu'il est imbu par l'égoïsme, il va se ressaisir. Mais quand il est dans un gros véhicule, comme c'était le cas de camion, il se dit de toutes les façons, ce qui va arriver, c'est pas moi qui vais être la victime principale, c'est peut-être le petit véhicule là. J'ai vu, ça, il faut savoir que beaucoup de camionneurs, c'est-à-dire de conducteurs de camions, écrasent des petits véhicules, parce que l'égoïsme est là-dedans, une, deux degrés, c'est là-dedans. Parce qu'il se dit que le rapport de force est à ma faveur, donc si l'autre ne fait pas beaucoup d'efforts pour m'éviter dans mon égoïsme, c'est lui qui va en passer de toutes les façons. Donc, il faut que les auto-écoles ajoutent à leur formation la morale dans la conduite. C'est-à-dire que c'est un lieu de partage, c'est un lieu de citoyenneté où on doit d'abord accepter son prochain. Le bon conducteur dit d'abord les autres après moi. Le bon conducteur, il dit les autres après moi. Le mauvais conducteur dit moi. Il ne dit jamais derrière les autres parce qu'il ne pense qu'à lui. Et là, c'est son droit, c'est lui qui domine. C'est pas son droit, il veut que c'est lui qui domine. Alors, dans la conduite, n'acceptez jamais, quand vous êtes une grande personnalité, de vous faire conduire par quelqu'un que vous avez jugé la moralité très faible. C'est-à-dire qu'il est égoïste, il a des raisonnements irrationnels. Souvent, ça paye mal. Parce que lui ne pense qu'à son bonheur, et le petit bonheur conduit toujours à son moi toujours. Bala Moussa Konaté, notre spécialiste maison des questions routières, merci surtout de nous éclairer et à travers nous, éclairer aussi nos auditeurs et téléspectateurs. Je souhaite que longtemps encore naître sans que vous m'appeliez pour des cas comme ça, puisque les gens se seraient bien comportés sur la route. Que Dieu protège la Guinée. Merci. Amen. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Je vous ai dit également à l'entame de l'émission que la passation des services entre le nouveau président de la CENI et celui sortant aura lieu ce jeudi à 14h. C'est un communiqué de l'institution qui donne cette information. L'arrêt de la Cour a donc été rendu confirmant ainsi Maître Salifou Kébé à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Pourtant, la démarche avait été qualifiée de rébellion par des acteurs de la société civile guinéenne, dont Mamadi Tourakaba. Il est déjà en ligne. Est-ce qu'il maintient encore cette proposition ou cette position? On va commencer par cela, Daouda Mohamed Kamara. La tribune de l'Actu Plus, l'invité.
Mamadi Trouakaba, bonjour. Bonjour, monsieur Kamara, bonjour à M. Kondi, bonjour à tous. Vous êtes juriste, constitutionnaliste et ensuite président d'une plateforme de la société civile, l'OCDR. On a vu, après cette sortie, cette fronde des commissaires de la CENI, votre communication très acerbe, il faut le dire ainsi. Est-ce que après l'arrêt de la Cour aujourd'hui qui maintient Maître Salif Kébé à la tête de la CENI, quelle est votre position désormais? Votre langage, est-ce que la rébellion, elle est toujours encouragée, elle est entretenue? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux commencer sans peut-être vouloir faire une juste précision. Voilà, juriste, ça me va très bien et c'est largement suffisant. Et la deuxième, c'est que je ne saurais résumer l'avis de mes analyses ne sauraient être le résumé de celle de la société civile. Et il est vrai que je suis membre encore, bien entendu, d'une synergie de la société civile qui avait entamé des démarches il y a 3 ou 4 mois à la CENI, parce qu'on a vu venir la crise et nous n'avons pas voulu être réactifs, nous avons voulu être proactifs et c'est l'une des valeurs d'ailleurs que nous défendons. Donc ce que je dis là, maintenant je parle à mon nom. Et ce qui a été dit dans le temps, c'était la décision ou la position de la société civile qui ne saurait être résumée à celle de Mamadi Trouakaba. J'ai eu à faire bien cette précision. Quand on m'appelle juriste, je donne la lecture de la loi, parce que là, je ne parle plus avec les jeux, je parle de ce que les textes prévoient. Et quand on m'appelle en tant qu'acteur de la société civile, là, je parle cette fois-ci en tant que défenseur des citoyens. Et toutes les fois que cela est arrivé, je pense pouvoir faire la différence pour éviter une certaine confusion. Alors, notre synergie, bien entendu, quand cette élection ou cette destitution a lieu, notre synergie s'est retrouvée. Et comme je l'ai dit, on était à la CENI, il y avait 2 ou 3 mois avant cette plénière. Nous nous sommes rendus compte des réalités qui étaient évidentes et là on a partagé ces réalités avec les médias que vous êtes. Ce sont des réalités comme quoi les commissaires à la CENI étaient tous motivés par le gain de l'argent, ils voulaient tous avoir de l'argent. Ce n'est pas une invention que nous avons faite, c'était une réalité que nous avons récoltée au cours de nos investigations à la CENI. Et vous savez, la société civile, c'est vraiment c'est le recours que les citoyens peuvent utiliser quand il y a des problèmes. Et quand nous arrivons, donc nous agissons en tant que défenseurs de ces citoyens. Donc nous avons dit des réalités qui sont très choquantes. Encore qu'à la CENI, pratiquement l'administration était devenue une famille. Encore qu'à la CENI, comme je l'ai dit, il y a des commissaires, où il y a un commissaire d'ailleurs qui a exprimé sa volonté à être candidat en 2020. Donc ce sont toutes ces réalités-là que nous avons... C'est bien Étienne Solopogui. Voilà, donc nous avons récolté toutes ces réalités-là et qu'il fallait maintenant porter à la connaissance de nos concitoyens. Maintenant, le mot rébellion, il a été effectivement utilisé, je ne vais pas fuir cette responsabilité, mais vous savez, quand la société civile se retrouve, ce n'est pas que des juristes, il y a des médecins, il y a des sociologues, il y a des économistes, il y a des juristes, c'est tous les profils réunis. Ouais. Voilà, c'est une mosaïque. Donc il faudrait, c'est vrai, je suis d'accord, quand... peut-être si j'appartiens à un groupe, je dois avoir, si vous voulez, la capacité à vouloir expliquer des termes juridiques. Et ça, je le fais. L'examen de la société civile peut en témoigner. Maintenant, le terme tel qu'il a été utilisé n'allait pas dans le sens strictement de la loi. Et c'est ce qui fait le problème chez nous. Lorsque les questions se posent, les juristes pensent qu'on ne doit avoir que la lecture juridique. Quand une question se pose, il faut qu'on accepte d'avoir une vision globale, mais pas seulement voir que la loi ou l'aspect juridique se fait violence, donc d'avoir cette vision globale. Et vous savez, le commissaire Yoro Kondé, qui dit à pitié de son homme, son inhumation a été faite, je crois, un jour. C'est le lendemain que cette plénière-là a lieu. Avec une célérité qui le disait par son nom,
Et tout ça parce qu'il y avait des choses, si vous voulez, des pourparlers ou des négociations en cours. Il ne fallait pas donc laisser aboutir ces négociations. Il fallait coûte que coûte atteindre son objectif. Oui, j'ai échangé avec un commissaire qui m'a dit, nous en tirons Yoro aujourd'hui, demain on dégage Bakary. Voilà, donc vous voyez, nous, vous savez, comme on dit souvent, il faut pas être toujours en réactif, il faut jouer de la proactivité. Nous avons été à la CENI, comme je le dis, M. Kondi, on a rencontré des commissaires, même à domicile. Oui, ça, on en a parlé déjà. Maintenant que la passation, elle est prévue aujourd'hui, en tant que juriste, quelle lecture? En tant que juriste, l'arrêt de la Cour s'impose à tous. L'article 99 de la Constitution le prescrit. C'est un arrêt sans recours qui s'impose et aux autorités civiles, militaires, et juridictionnelles, pouvoirs publics, personnes physiques et morales. Donc, il n'y a aucun commentaire sur ce point-là. Maintenant, la société civile que nous sommes et juristes que je suis, nous prenons acte de cet arrêt-là. Et ce qui se passe à la CENI seulement, nous formulons des recommandations parce qu'il y a une faiblesse de l'article 17 de la loi 016 que nous avons relevé au sein de notre synergie. On ne précise pas les motifs pour lesquels on peut procéder à un remplacement du bureau. Aucun motif, si c'était par exemple pour cause de décès, pour cause de démission, pour cause de malversation, pour cause de crime ou délit, on peut comprendre. Mais l'article 17 n'évoque aucun aspect, aucun motif pour lequel ce remplacement peut avoir lieu. Donc c'est une instabilité au niveau de la CENI à laquelle... Qui mérite d'être corrigé. Voilà, qui n'est pas corrigé. Parce que je dis qu'il mérite d'être corrigé. Oui, tout à fait, qui mérite d'être corrigé parce qu'aujourd'hui, si encore il y a 16 commissaires encore qui ne partagent pas la vision ou la façon que M. Kédé gère le budget, parce que c'est ce qui a été reproché à Bakary, nous ne défendons personne encore une fois. M. Kédé est de la société civile, Bakary est de la société civile, M. Aziz est de la société civile. Donc, on ne voit pas la raison qui puisse faire qu'on défend l'un vis-à-vis de l'autre. On ne défend personne. Mais si aujourd'hui, il y a encore 16 membres qui veulent que le budget soit partagé et que M. Kédé n'obtempère pas, encore ils vont le destituer après-demain et on sera encore à la même case de départ. Donc nous formulons des recommandations. Même en plein processus, hein, ils ont le droit. Absolument. En plein processus. Absolument. C'est ça la complication. Nous formulons des recommandations qu'ils croient qu'ils se mettent au service de la République, qu'ils pensent qu'ils sont au service de la nation et non à leur service. Voilà des recommandations que nous formulons. Et il n'y a ni gagnant ni perdant. M. Bakary Fofana n'est pas perdant. M. Kédé n'est pas gagnant parce que c'est un la démocratie qui a triomphé. Ce n'est pas une affaire interpersonnelle, c'est un problème national, un problème institutionnel. Voilà qui est bien dit. Mamadi Tourakaba, président de l'OCDR, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci à vous. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Tout à l'heure, on va partir avec l'invité ici dans ce studio, sur ce plateau, Ibrahima Docta Yatara, il est analyste sociopolitique, consultant en éducation avec qui on va revenir de long en large sur tous ces sujets également. Du volet éducation, je le disais, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a programmé la rentrée des classes cette année au 15 septembre prochain. Quelle lecture peut-il faire de cette décision du ministre Kao Karé? Il va être tout à l'heure dans cette émission. Oui, Daouda, on a d'abord commencé par Abokar Diallo avec cette formation à l'intention des hommes des médias. Ensuite, on a abordé ces accidents de la circulation qui devient très récurrent. Et puis, Mamadi Tourakaba. Oui, effectivement, comme on le dit de façon désintéressée, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Et le sujet sur lequel je souhaiterais m'exprimer, c'est bien cette formation à l'intention des journalistes Aboubacar Condé. Et aujourd'hui, le regret que nous avons dans notre pays, c'est que nous avons à 90%, sans aucune statistique fiable, il faut le dire, nous avons à 90 à 95% des journalistes généralistes. Tout à fait. Ces journalistes, chacun aujourd'hui peut se permettre de s'exprimer sur tous les sujets de la vie nationale, ouais, sans un approfondissement. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin qu'il y ait, lorsqu'on doit parler de l'aspect politique, qu'on ait un repère, qu'on ait des journalistes qui s'expriment
mais de façon pointu, de façon fiable sur l'aspect politique de notre pays. Lorsqu'on doit s'exprimer sur l'agriculture, sur la pêche, sur l'environnement, il faut qu'on ait aujourd'hui des journalistes qui soient à mesure de répondre de façon fiable, sans aucun autre recours à la recherche ailleurs. Et pourquoi d'ailleurs j'insiste là-dessus, c'est que il y a aujourd'hui certains qui sont en train de faire la fierté, mais ils ne sont que minoritaires. Et quand j'ai vu la dernière fois un résultat sur les mines, où on a notre compatriote Akumba qui était deuxième sur trois, mais le premier et le troisième sont des professeurs agrégés. Mais après on a retrouvé notre compatriote Akumba Diallo qui s'exprime aujourd'hui sans embâche comme s'il a fait les mines et géologie. Comme s'il a fait les mines et géologie. Donc c'est aujourd'hui cette ambition. Il faut encourager avec Wasolo Agence Communication qui a eu l'audace d'aller vers cette ambition, parce que il faut le dire, c'est une ambition. Et souhaitons que les efforts accompagnent ou encadrent l'ambition, la structure, pour qu'elle atteigne aujourd'hui son objectif, parce qu'on en a besoin. Quand on écoute les grandes chaînes internationales, et lorsqu'on veut parler du Burkina, quand le spécialiste Afrique de l'Ouest vient, c'est comme s'il est là-bas. C'est comme s'il est en Afrique, c'est comme s'il est au Burkina, c'est comme s'il est en Guinée. Donc il maîtrise bien, et il faut Roger, quand il te parle de la Guinée, vous avez l'impression qu'il est là, qu'il est en train de vous parler à partir de Djeké. Donc il faut aujourd'hui que nous journalistes nous acceptions. Ce n'est pas parce que nous avons la langue mielleuse de débattre sur toutes les questions, mais il y a aussi des professionnels, des spécialistes qui nous écoutent, qui savent jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aussi aller. Donc à ce niveau, il faut faire appel aux spécialistes. Donc s'il y a aujourd'hui des journalistes spécialisés, formés dans des secteurs divers, je crois que ça peut mieux aider les citoyens à comprendre la teneur de certaines décisions gouvernementales. C'est important. Voilà qui est bien dit. À présent, on se tourne vers l'invité ici dans ce studio, sur ce plateau, Ibrahima Dr Yatara. Il est analyste socio-politique également, consultant en éducation. On va commencer d'abord par cette formation. Vous êtes souvent dans les studios des radios de la place. Aujourd'hui, il y a une structure qui veut accompagner à travers, bien entendu, les différents départements, les différentes directions des journalistes dans leur début de professionnalisation. Comment vous trouvez la démarche? Je trouve l'initiative très salvatrice, très intéressante. C'est ce qui manquait à nos journalistes. C'est une sorte de vide que la structure vient combler, donner une formation, une spécialisation à nos journalistes. Et je trouve que ça doit être poursuivi, et les autorités qui sont en charge doivent accompagner l'initiative pour nous permettre de mieux poser des questions à nos gestionnaires, à nos décideurs. Quand un journaliste est bien armé, est bien outillé, bien aguerri, il peut mieux informer et puis mieux poser des questions à ceux qui gèrent les choses publiques. Vraiment, c'est une initiative très salutaire, et surtout du fait de commencer par ces domaines. Par ces régies. Les domaines fiscaux. Les domaines fiscaux, cela aussi, c'est un bon point de départ. Parce qu'on a un problème de finances. Parce que ça, les finances, c'est ce qu'il faut être les deux secteurs. Donc, renforcer, former les journalistes, les outils dans ce domaine, sensibiliser les citoyens pour les permettre de prendre part à la gestion de la chose publique à travers l'acquittement de leurs droits et devoirs, est une chose vraiment extraordinaire. Je leur souhaite bon vent. C'est une structure qui doit être pérennisée, qui doit être accompagnée. C'est pour le salut de la République. Il ne faut plus que désormais Alpha Condé dise qu'il n'y a pas de journalistes formés en Guinée, alors qu'il accompagne la structure à former ces journalistes. C'est important. L'autre aspect, c'est bien ces accidents de la circulation à répétition. Vous avez suivi notre spécialiste maison également, Balamosa Konaté. Vraiment, le spécialiste m'a convaincu.
c'est une école. Parce que vous êtes physicien. Oui, hein? Je suis physicien. Et tout ce qu'il a dit, donné comme élément. Surtout quand il a parlé de force centrifuge, force centripète, ça m'a fait penser. Ouais. Et quand il a parlé de choc, je connais le choc, choc mou élastique, en ma qualité de physicien, ça m'a fait penser beaucoup de choses. Il y a c'est dommage du fait qu'on recense des victimes comme ça, banalement. Alors qu'on peut véritablement éviter avec la volonté politique. Avec la volonté politique, avec la discipline que les citoyens doivent observer. Il y avait une émission même qui passait dans les temps, Prudence sur la route. Les gens doivent être prudents. L'émission là doit être relancée. Donc les journalistes... Donc ça c'est à l'intention de Sekouba Savané, le nouveau directeur général de la RTG. La RTG, c'est vraiment la rubrique là doit être encore relancée, redynamisée. La prudence et enrichie aussi. Et enrichie, ça a sa place avec tout ce qui est en train de se passer comme accident de la circulation dans notre pays. Alors, vous avez suivi aussi M. Mamadi Troa Kaba sur la CENI aujourd'hui. Maître Salif Kébé, après un premier échec, va officiellement prendre fonction cet après-midi. Effectivement, Mamadi Troa Kaba, je l'ai suivi. Le juriste, il a esquivé votre question. Quand vous avez parlé de rébellion, effectivement, il y a la rébellion, les gens ont peur du mot. Et la rébellion, c'est se soulever contre l'ordre établi. Les gens se sont établis, les gens se sont soulevés contre l'ordre établi. Il y a la loi 016 et il y a le règlement intérieur. Il y a le règlement intérieur et puis il y a la Cour constitutionnelle qui est au-dessus des autres. Donc la CENI a voulu, les commissaires ont voulu se soulever, contourner la démarche. Il y a un article 17 qui leur donne cette possibilité. Nous parlons de la passation. Non, je parle de la passation. À partir du moment que Bakaï a fait recours à la Cour constitutionnelle, les gens devaient se ressaisir. Mais maintenant, forcer, donc, c'est soulever contre l'ordre établi. Et se soulever contre l'ordre établi, c'est ce qu'on appelle rébellion. Il ne faut pas que les gens pensent que rébellion, c'est pas les fusils. Non, sauf que eux, ils avaient qualifié la démarche de rébellion, l'éviction même de Bakary. De Bakary. Ouais. Mais Bakary, même ça, l'éviction de Bakary, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas eu de contrôle à l'avance. Il n'y a pas d'élément qui l'incrimine. Il n'a pas été audité, il n'y a pas eu des inspections, il n'y a pas eu de contrôle. Rien, les gens se sont seulement... La société civile disent que au lieu que l'article 17 ne soit utilisé en faveur des citoyens, les commissaires l'ont utilisé en leur propre faveur. Mais c'est ça la réalité. Parce que juste là où on en est, rien ne prouve pour qu'Abakaï doit quitter la tête de la CENI. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de ni interne ni externe qui prouve qu'il a détenu l'argent. Il est facile de dire que bon, monsieur XY a détourné, on va l'enlever quand les choses publiques ne sont pas bien gérées. Et puis, donc, pour moi, et Dieu merci, les gens sont pressés d'aller aux élections, mais c'est une CENI où il y a beaucoup de choses à dire. Une CENI qui a perdu ses éléments clés. Ces éléments clés, quand je prends M. Khan, Yaya Khan, pas son âme, qui sont les pionniers. Maxime Koevogi, qui sont Yaya Khan, qui est le pionnier du fichier électronique en matière électorale. Il était un expert aguerri. Quand je prends Maxime Khan, quand je prends Diego Condé, quand je prends l'autre, le doyen qui a quitté pour être préfet à Séguiri. Donc c'est une Keita. C'est une CENI qui est démembrée, dépouillée de ses éléments, de ses substrats essentiels, perd leur âme. De sa sève donc. Très bien, sa sève nourricière. C'est ça aussi la réalité, parce que ces éléments, c'est pas facile. Donc il doit faire beaucoup attention. Parce que la CENI, c'est ce qui garantit la paix et la sécurité de notre pays. C'est une institution très névralgique. On ne doit pas s'amuser. Les gens ne peuvent pas être là-bas pour l'argent. Parce que la CENI, si ils ne sont pas crédibles, si la CENI, les gens, tout le monde n'a pas confiance à cette institution, ça peut nous faire basculer dans le chaos, qu'on ne le souhaite pas. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui sont sceptiques
quant à la bonne organisation de ces élections communales. On le sait, un activiste des droits de l'homme l'a rappelé que la plupart des soubresauts en Guinée partent souvent de ces élections communales. L'exemple de Nzere Corée en est une parfaite illustration parce que c'est les élections de proximité. On a vu à Nzere Corée, on a vu à Gekedou, à Kisudougou, à Kankan, pratiquement dans la quasi-totalité de nos préfectures, de nos communes. Est-ce que la CENI en l'état actuel peut garantir une paix post-électorale? Oui, mais la CENI à son état actuel, il ne doit pas aller vite. Ils nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas prêts. Parce qu'ils nous ont dit en février pour pouvoir organiser les élections. De février juste maintenant, on a pris du temps. Ce n'est pas maintenant que les gens se sont manifestés qu'il faut qu'on organise les élections à la fin de l'année. Ils doivent être sereins, ils doivent prendre leurs responsabilités pour garantir une élection crédible, une élection transparente. Et inviter les acteurs politiques à ceux qui aient confiance, parce qu'il y avait des éléments qui manquaient. Parce que quand on parle de CENI, il y a des instruments qui rentrent en ligne de compte techniquement, financièrement, administrativement, juridiquement. Il y avait des éléments qui manquaient. On ne sait pas si ces choses-là sont réglées. Si ces éléments-là sont réglés sur le plan financier. Et tantôt, le budget qui est en cours n'avait pas prévu les lignes pour organiser les élections locales. Il y avait le problème de magistrats qui était soulevé, l'insuffisance des magistrats. Je ne sais pas si c'est organisé, si c'est réglé. Donc, il y a une volonté, parce que les élections, on les attendait depuis 2011. On a traîné les pas. Mais si il faut maintenant les organiser, on doit les organiser dans un climat de sérénité. Les gens de la CENI ne doivent pas se laisser pousser par les hommes politiques. On doit les voir neutres. Ils doivent résister comme les CENI des autres pays qui ont résisté dans le temps. La CENI du Ghana, du Sénégal. Donc, ils doivent être au-dessus de tout soupçon. Un élément de la CENI, quand tu es là-bas, tu ne dois pas avoir des propos politiques. Dis par exemple en 2020, tu es commissaire, tu dis en 2020, je vais être... Ça veut dire déjà que les manœuvres en votre faveur commencent. Alors, mais cette position dont vous dégagez, il faut que la CENI nous garantisse toute la sérénité qui peut caractériser l'organisation de ces élections locales. Ne semble pas être quand même la position de pratiquement les grands acteurs politiques. On a parcouru par exemple une interview du chef de file de l'opposition qui dit ne prendre parti ni du côté de Salif Kébé ni du côté de Bakary Fofana, mais on souhaite avoir les élections comme prévu avant la fin de l'année 2017. Ouais, mais ça c'est des déclarations politiques. Il est dans ses droits parce que à partir du moment que le pays a trop traîné, et chaque fois on parle des élections, c'est quand les gens se marchent. C'est très dommage pour notre pays. Quand il le dit, c'est un homme politique qui exprime, mais il y a ce qu'on dit, mais il y a les non-dits. Il y a les non-dits, et puis il y a les réalités. Les gens de la CENI, le commissaire doit être responsable. C'est ce qui manque à notre pays. Les gens, ils ne s'assument pas. Ils ne s'assument pas. Il suffit qu'on leur mette une petite pression. Ils paniquent. Ils se paniquent. On donne des chronogrammes, même si on sait au fond que c'est pas tenable. C'est pas tenable. Bon, on ne doit pas avoir, les commissaires doivent être des commissaires vraiment responsables. D'accord. La question d'Abakar Condé, elle est là toujours. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'observateur de cette situation sociopolitique du pays, est-ce que vous pensez réellement qu'il est opportun ou qu'il est de façon faisable aujourd'hui qu'on organise des élections locales sereines avant 2017, avant la fin 2017, je vais dire? Pratiquement, si nous regardons les problèmes qui viennent, qui jonchent. C'est d'abord notre CENI a pris des coups. Ils sont à la recherche de leur équilibre interne. Il faut que les gens se rassurent.
les commissaires n'ont pas d'abord le même point de vue, ne sont pas, leur orientation n'est pas cristallisée, polarisée vers le même truc. Vers un même objectif. Ben, un même objectif, c'est des questions internes qu'ils doivent d'abord régler. Il y a eu tellement de mutations, de turbulences qui a secoué notre CENI, des tumultes. Donc, il faut un peu du temps d'abord pour chercher de l'équilibre interne. Il faut aplanir toutes ces divergences. Ouais. Et puis maintenant, viennent les questions administrativement qui ont été posées à la CENI, des questions d'ordre financier, des questions d'ordre technique, et puis des questions d'ordre juridique. Est-ce qu'on a suffisamment de magistrats pour nous permettre d'organiser d'ici fin 2017. Mais Charles-André Souma, par exemple, un commissaire de la CENI, dit qu'aujourd'hui, la CENI peut garantir la tenue des élections locales comme prévu avec les 105 jours ou 110 jours et les 90 jours qui nous séparent de la fin de l'année 2017. Nous sommes à 106 jours de 2018. Ouais, mais comme tout est question de volonté politique, mais les volontés politiques s'adossent aussi sur les moyens financiers. Sont sous-tendues par les moyens financiers. Et la volonté politique. Tu as vu, là, je crois que la volonté politique est manifeste. Ils avaient signé un accord qui prévoyait qu'il faut organiser les élections. Accord de 2016, octobre 2016. 2016, ça n'a pas marché. C'est les mêmes CENI qui nous ont dit que normalement, comme ils nous avaient dit qu'en février ils étaient prêts, il y a eu combien d'années? Est-ce que le budget, la ligne budgétaire, la session budgétaire c'est prévu en octobre? Et il faut revoir, il faut former les démembrements. Tous ceux qui s'en connaissent ça plus que nous. Il faut payer les arriérés. Il faut payer les arriérés. Donc, tout est lié à ces paramètres juridiques, matériels, financiers, pour nous permettre de dire ça que la volonté politique ne fait pas défaut. Tous les deux camps, les deux bords politiques, les deux grandes formations politiques, ils sont prêts pour aller vers les élections, mais on ne peut pas aller vers les élections de la précipitation parce qu'on a tout entendu. On a beaucoup choisi. On a été patient. Pendant ce temps, c'est l'escalade verbale. On sait quand même que dès l'instant que la campagne va commencer, on assiste le plus souvent à des propos de va-t-en-guerre de la part des acteurs. La campagne n'a même pas démarré d'un camp comme de l'autre. On assiste ces derniers temps à vraiment une joute orale qui n'honore pas l'avancée démocratique dans notre pays. Est-ce que vous faites la même observation que Oui, je fais la même observation. Les gens ne parlent pas ici de la politique. Ils règlent leurs contentieux qu'ils ont... À travers la politique. À travers la politique qu'ils ont hérité dans le gouvernement passé. Parce que, bon, dans le gouvernement où ces gens-là, ces acteurs politiques appartenaient, ils avaient leur clan. Ils avaient des problèmes là-bas. Bon, quand ils viennent dans la politique, c'est ces problèmes-là qui nous transfèrent. Ils ne parlent pas des préoccupations de la population. Les acteurs politiques. Des acteurs politiques du moment. Oui. Ils ne sont même pas... Donc ils ne sont pas en phase avec les réalités. Les réalités du pays et les préoccupations des populations ne les intéressent pas. Ils ont eu des problèmes dans tel gouvernement. J'étais avec Pierre-Paul. Dans tel gouvernement, on ne s'attendait pas. Quand ils viennent encore sur la scène politique, c'est ces contentieux qu'ils reconduisent. Donc pour amuser la galerie, pour amuser le bas peuple, et puis pour encore continuer à s'enrichir illicitement au détriment de la pauvre population. Donc réellement, c'est des attaques personnelles. Et, sincèrement, on a le dégoût de la politique du moment. C'est clair, les gens doivent... hier, je crois que mon ami avant-hier était là. Vous devez appuyer ça. Il faut qu'il y ait des débats. Dr Faya Milimono, je l'ai vu insister. Il faut qu'on instaure, vous les journalistes, comme la spécialisation commence, d'instaurer les débats entre les acteurs politiques pour ne pas s'attaquer. Ce n'est pas leur personne qui nous intéresse. C'est leur projet de société. Ce qu'ils veulent faire pour la Guinée, c'est ce qui nous intéresse. Et comment vous trouvez donc cette déclaration de l'un des vice-présidents de l'UFDG en la personne de Ibrahima Chérif Ba, ancien gouverneur
de la Banque centrale de la République de Guinée quand il parle de purge d'une ethnie au sein de l'administration. Est-ce que c'est normal, si c'est le cas, qu'un gouvernement aussi se comporte comme cela? Oui, mais ce n'est pas parce que le gouvernement se comporte comme ça. Ce n'est pas parce que ce qu'il dit n'est pas réel. Mais pour une formation politique comme l'IFDG, un homme comme un ancien gouverneur de la Banque centrale comme Chérif Ba, l'IFDG, c'est la deuxième force politique du pays, la première force politique de l'opposition. Ils veulent rentrer à Sékou Touré. S'ils doivent défendre, ils doivent défendre toute la Guinée. Mais victimiser seulement un groupe, laisser les autres, on dirait que si le gouvernement fait ça, c'est seulement les peuples qui sont victimes. Alors qu'il y a des malinqués qui sont dans le parti qui sont victimes, il y a des chouchous qui sont victimes, il y a des forestiers qui sont mais victimes. Certainement pas avec les mêmes proportions. Pas avec les mêmes proportions. Donc, celui qui veut diriger un jour notre pays ne doit pas tenir de tels propos. Donc, les gens doivent cesser de se victimiser et ils doivent défendre l'intérêt général, pas un cas, l'intérêt particulier. Mais est-ce que tout cela n'est pas aussi... le temps n'a-t-il pas été donné par le président de la République lui-même quand il arrivait au pouvoir pour dire que je vais donner la primature à la Basse-Guinée, je vais donner l'Assemblée nationale, le perchoir à la Guinée forestière. Et l'opposition à la Moyenne Guinée. L'opposition à la Moyenne Guinée ou la rue à la Moyenne Guinée. Est-ce que le temps n'a-t-il pas été donné par lui-même, garant de la sérénité, garant de la paix dans le pays, la cohésion sociale, l'unité nationale? Mais voici des pratiques qu'il faut bannir. Voici des pratiques qu'il faut bannir. On doit gérer le gouvernement comme on gère notre équipe nationale. Et dans notre équipe nationale, c'est les meilleurs que les sélectionneurs recrutent. À tout moment. À tout moment. Si ces meilleurs sont d'une ethnie, on s'en fout. Parce qu'on a besoin de la victoire. On a besoin de la victoire. C'est comme ça. Le gouvernement aussi, on a besoin des résultats. On a besoin Rien que des résultats. Rien que des résultats. C'est évident. Ils doivent se mettre dans la peau là, comme on le fait pour notre équipe nationale. Et si c'est composé rien que des chouchous, si c'est les chouchous qui sont meilleurs, c'est toujours les meilleurs du monde. Donc c'est un truc qu'ils ont hérité depuis Lansana Conté, le dosage ethnique dans le gouvernement. C'est très mauvais et le président devrait changer. Mais la réalité politique de notre pays, on est prêt à prendre nos machines pour calculer il y a combien de chouchous nommés, combien. C'est un mauvais héritage. Qu'ils sont en train de léguer à la nouvelle génération. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et on doit continuer, on doit aller en rupture avec ces pratiques. C'est dans ça le pays peut émerger. Effectivement, ça se passe comme ça. Comme vous avez dit, la présence de l'Assemblée, il faut donner un forcier. La Ligue, il faut donner un élément de la basse-côte. Mais tout ça là, ça vient de la manière dont le président a été élu. Parce que il y a ces gens qui ne votent pas un président qui est bien. Et même si on voit que le projet de suicide du président est bien, il y a le vote ethnique. Donc le président, pour respecter ses engagements, est tenu obligé de faire des récompenses politiques. Donc il faut quoi à la prochaine échéance, il ne peut pas passer. Donc c'est malgré nos présidents qui agissent ainsi. Il faut que les citoyens changent de comportement. C'est important. Les projets de société doivent primer. L'autre aspect, c'est bien la présence des ethnies en majorité dans les partis. Quand vous prenez l'UFDG, le Fouta, c'est son bastion, le RPG également, la Haute-Guinée. Effectivement, ça, c'est des pratiques qui... c'est le phénomène là, universel. Là. Ça se passe un peu partout en Afrique. D'accord. Ailleurs, ça dépend des positions géographiques. On dit il est du nord, il est du sud. Comme au Ghana. Comme au Ghana. Au Gabon également. Au Gabon, mais s'appuyer uniquement sur son ethnie, c'est ce qui n'est pas bon. Le Walentem, le Hotogé vote toujours la famille Bongo. Hein? C'est clair. Alors que Port Gentil vote souvent
l'opposition. Même Kenya, c'est ce qui est en train de se passer. L'invité ce matin ici dans ce studio, sur ce plateau, Ibrahima Dr Yatara. Il est analyste sociopolitique, il est consultant en éducation. On va commencer maintenant le volet éducation, même si 5 ou 6 minutes nous séparent maintenant du temps d'antenne des auditeurs. Oui, on va globaliser. Le département de l'enseignement préuniversitaire a un nouveau ministre qui a engagé les examens cette année. Beaucoup d'autres réformes engagées par Kao Carré. Comment vous observez la dynamique engagée par ce ministre? Oui, mais ces dynamiques sont à entretenir. C'est un ministre courageux, c'est un homme de sérail, un syndicaliste qui a traversé... Qui connaît parfaitement les mots dont souffre l'éducation. Les mots dont souffre. Bon, il connaît la réalité du primaire, du secondaire et du lycée. Et puis, il a été tout le temps autour de la table en tant que syndicaliste. Donc, c'était quelqu'un qui était un peu imprégné des réalités qui est venu aux commandes. Il a engagé les réformes, il a engagé des grandes décisions. Les réformes d'abord, il y a beaucoup de réformes qui attendent. Hier même, il a pris des décisions, des grandes décisions. Le président de la République a pris un décret pour meubler les inspections régionales. Les inspections régionales, les DC et DPE, pour mieux préparer l'ouverture. Ils ont pris les choses à temps. Les décrets ont été pris à temps. Ce n'est pas l'ouverture. Donc, toute cette célérité que le ministre est en train d'imprimer pour donner un nouveau souffle à notre éducation, surtout les résultats, les derniers résultats du baccalauréat, va fouetter les consciences et des autorités, et des parents d'élèves, et des élèves eux-mêmes. Mais le gros du problème, est-ce que cette dynamique sera entretenue? Je l'ai débattu dans beaucoup de radios, je l'ai débattu sur RKS, sur Nostalgie. On aura le temps de parler des réformes, parce que moi, ces réformes doivent commencer. Le président a commencé à prendre des décrets pour un peu changer, mais ça en reste. Il a détaché le maternel, le préscolaire des affaires sociales, les affaires logées dans l'enceinte du préuniversitaire. Mais je le dis et je le répète, il faut, à ce que la structure gouvernementale dans le secteur de l'éducation doit être changée. La dénomination préuniversitaire même doit être changée. C'est une dénomination qui est dépassée. C'était là depuis 1972. À l'époque, on voulait former beaucoup d'universitaires. Actuellement, on en a assez. Il faut changer la dénomination. Il faut détacher carrément, parce que le gros du problème, c'est le primaire. Il faut détacher le primaire à ce gros bateau et puis revoir rapidement les filières qui doivent être en rapport avec les besoins du pays. La Guinée est un pays agro-pastoral. Sékou Touré le savait. Il a créé des profils agro-pastoraux. La Guinée est un pays minier. On est actuellement le premier spectateur des mines brutes. Donc il faut créer des options minéralogie dans nos lycées. Il faut, vous le disiez tout à l'heure, les nouvelles technologies. Il faut créer des branches langues dès le lycée ou le collège. C'est-à-dire que langue anglais, français, carrément. Les gens n'ont qu'à se spécialiser pour être polyglotte. Pour être polyglotte, c'est-à-dire prendre la relève. C'est ce qu'on attend. C'est ça les réformes. Et les grandes décisions, ils sont en train de les prendre. Mais les réformes, d'abord, tardent à venir. Il faut faire appel à des gens qui ont l'idée originale pour les aider à voir comment aller vite pour permettre à notre pays de s'en sortir. On ne peut pas continuer à travailler pour un mandat. Le président de la République n'a qu'à poser les fondations pour l'éducation. Et puis ceux qui vont venir vont achever le reste. Mais il faut que la fondation soit solide. Certes, vous vous réjouissez aujourd'hui du sérieux qui a caractérisé les examens de cette année, les examens de fin d'année, les examens nationaux. Mais de l'autre côté, il y a une autre inquiétude qui est pendante, c'est bien comment reloger les redoublants et les nouveaux qui quittent d'une classe à une autre, qui quittent par exemple la 12e année pour la terminale. On sait que le manque criard d'infrastructures se pose aujourd'hui avec acuité dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas une autre bombe qu'on prépare aussi dans les lycées de notre pays? Mais c'est évident.
c'est évident parce que l'éducation, c'est les infrastructures. L'éducation, c'est les formateurs. C'est le formateur. L'éducation, c'est le contenu de la formation, donc le curricula. L'éducation, c'est le matériel didactique. Le matériel didactique, tout ce que vous savez. Donc, prendre des décisions comme ça aura des impacts parce que il y a des élèves en terminale, ils sont au nombre de 100. Même l'effectif a joué, les ratios ont joué sur ces résultats. Les écoles qui ont brillé, les ratios sont respectés. Quand je prends 35-40 maximum dans une salle. Bon, quand je prends Sainte-Marie, les ratios sont respectés, les professeurs sont de qualité. Quand je prends Saint-Joseph et Saint-Georges, les ratios sont même combat. Même si à ces niveaux, il y a à redire. Monsieur Yattara, si vous prenez le cas de Saint-Georges et autres, il y a quand même à redire dans le déroulement même de l'examen. Parce que pour beaucoup d'observateurs, dans un même centre, les 100 premiers, je crois, de la République sont venus du même centre et pratiquement des mêmes écoles. Ouais, mais ça dépend. Pour moi, le 100% ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité. On ne doit pas confondre. Non, mais que cela soit circonscrit. Alors c'est une bonne coïncidence. Que ce soit circonscrit dans un centre, dans un même centre d'examen, pas dans une même école, mais dans un même centre d'examen. Quand on prend les résultats, par exemple, je crois les 100 premiers sont mathématiques, je crois, mathématiques expérimentales sont du même centre de Taouya. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que ça ne donne pas à réfléchir sur qu'est-ce qui s'y est passé? Oui, mais ça donne à réfléchir. Voilà. Et les autorités ils vont fouiner, ils vont essayer les rapports vont être remontés, ils vont essayer de voir clair. Ce n'est que le début. C'est dans une sorte de tumulte que le ministre a été nommé. Donc il commence à mettre ses hommes. Je sais que ça pourra aller. Il va corriger les dysfonctionnements, je suis convaincu. À présent, on va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission, depuis le début, vous pouvez réagir via les deux numéros du stand, le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Nous avons le premier qui est déjà en ligne, Monsieur Diallo Mamadou de Koya. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour, mon frère journaliste. Bonjour à notre invité, bonjour à tous les fidèles auditeurs. Nous vous écoutons. Par rapport à ces réformes au niveau de l'éducation, franchement, nous saluons ces réformes qui sont engagées par le nouveau ministre. Et surtout, nous demandons que le président de la République continue à accompagner ces départements. Parce que le président de la République aussi, des fois, il peut accompagner un ministre jusqu'à un niveau et il l'abandonne. Et ça, c'est extrêmement grave. Mais par rapport à l'acte qui a été pris hier par le président de la République, moi je suis inquiet. À la préfecture de Télimélé, on a nommé une directrice des études d'un collège à Kindia comme DPE de la préfecture. Oui, mais c'est tout à fait normal. Excusez-moi. Oui, en remplacement. En remplacement d'un monsieur qui a fait un excellent travail. Oui, mais qui est monté aussi en promotion. Monsieur Tchapate Bari, qui est venu inspecteur de Kindia. Il a été mon professeur de mathématiques au lycée. Inspecteur, excusez-moi, qui a été nommé inspecteur régional de l'éducation de Kindia. Oui. Et je vous rappelle que les enfants ont fait plus de 80% de réussite en mathématiques. La dernière consultation de bac qui vient de passer à Télimélé. Oui, mais où est le problème? Donc nous doutons franchement la compétence par rapport à cette dame. Oui, mais si, monsieur Diallo. Permettez-moi, je ne dis pas que la dame est incompétente, mais je suis en train franchement d'exprimer certaines... votre inquiétude. Exactement. Allez-y. C'est vrai. Moi, je ne connais pas personnellement la dame, mais nous estimons que donc c'est un soda quelqu'un qui était directrice des études d'un collège, franchement, nous voudrions, nous la souhaitons franchement bonne charge et surtout c'est pour dire à monsieur le ministre de faire beaucoup attention. D'accord, monsieur Diallo. Changer le bon et changer aussi le mauvais. Monsieur Diallo. Pour terminer. Non, monsieur Diallo.
Oui. Vous connaissez l'acteur inspectrice générale de l'éducation de la ville de Conakry? Non, non, non. Madame Nene Fatou Diallo, hein? Barry. Quand moi je la connaissais, elle était proviseure du lycée donc. D'accord, d'accord. Je la souhaite bonne chance. Voilà. Si voilà, je la souhaite bonne chance. Voilà. Non seulement c'est parce que le monsieur qui l'a remplacé. Mais ce monsieur est monté en grade. Ça veut dire qu'il fait des réformes. Exactement. Nous lui souhaitons lui aussi bonne chance. Merci beaucoup. Mais franchement. Ouais, pour terminer maintenant. Voilà, pour terminer par rapport à la CENI. Je ne cesserai jamais de le dire que la solution de la CENI, c'est la dissolution. L'organisation des élections doit revenir au ministère de l'administration du territoire. D'accord. Pas parce que nous faisons confiance au ministère de l'administration du territoire, mais c'est pour responsabiliser le gouvernement. Le gouvernement doit être entièrement responsabilisé par rapport à l'organisation ou à la non-organisation des élections. Actuellement, nous n'avons pas un responsable. La CENI dit, c'est pas nous, c'est le gouvernement, il n'y a pas de financement. Le gouvernement dit, non, c'est pas nous qui organisons la CENI, qui est l'organe technique qui doit nous donner un chronogramme. Vous voyez l'ambigu. Et nous voyons que ces partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, ont de la mauvaise foi. Sinon, moi, je ne comprends pas aujourd'hui comment ces partis politiques peuvent réclamer des élections dans les communes, en même temps rester avec des délégations illégales. D'accord. On vous a largement compris. Merci, monsieur Diallo Mamadou Dekoya. On va donner la chance à quelqu'un d'autre. Daouda, on rappelle les standards. 666 99 99 30 666 99 99 31. Et voilà, c'est l'émission La Tribune de l'actualité plus sur Chérie FM, la 104.1 et sur la télévision Africa Today. Appelez sur ces deux numéros 666 99 99 30 666 99 99 31 pour soit poser des questions ou apporter vous aussi votre analyse sur les thématiques développées. Il fait partie des plus fidèles à l'émission. Mamadou Siradio. Siradio, bonjour. Oui, Siradio, changez un peu de position s'il vous plaît. En attendant, on va prendre Ba Amadou de Matam. Monsieur Ba, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Je dis bonjour à votre invité. Au bon endroit, hein, monsieur Ba. Je le félicite beaucoup pour la clarté de ses explications. Mais je voudrais lui poser une question. Allez-y. Comment est-ce qu'il faut faire pour débarrasser de la Guinée de ces partis communautaires ou partis ethniques là? Parce que tant qu'il y a des partis ethniques et communautaires dans un pays, il faut s'attendre toujours à quelque chose. Franchement, comme il fait partie d'une institution, qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire pour nous, pourvu que l'Assemblée prenne en considération sur les partis ethniques et partis politiques communautaires? Je vous remercie. Merci, monsieur Ba Amadou. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Camara, nous vous écoutons, c'est d'où? En fait, j'ai une question à vous poser. Allez-y. À nous ou à l'invité? À l'invité. D'accord, nous vous écoutons. C'est concernant l'éducation guinéenne. On a vu récemment avec les résultats que les 100 premiers sont sortis d'une même école. D'un même centre. D'un même centre. Donc là, ça me laisse vraiment à réfléchir. Vu le niveau de... Dans quelle discipline? Mathématiques, sciences franco-arabes ou sciences expérimentales ou sciences sociales? En mathématiques. D'accord. C'est la précision importante. Parce que là, ça reste vraiment à réfléchir. Et surtout, vu le niveau... Il est parti, monsieur Camara Seydou. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô? Monsieur Silla, bonjour. Silla Sekou, nous vous écoutons. Oui. Allô, nous vous écoutons, monsieur Silla. Allô? Allez. Il est parti. 666 99 99 30 666 99 99 31. En attendant qu'on ait un autre auditeur. Comment aujourd'hui faire pour débarrasser la Guinée des partis communautaires? Ça va être compliqué, hein? Ouais, c'est pas aussi compliqué comme on peut le penser. Il faut aller vers la bipolarisation. Et puis le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation doit être rigoureux pour la création des formations politiques. Il doit être très exigeant.
Donc, et chercher à ce qu'on aille sans tordre le cou à la loi, sans tordre le cou à la démocratie, à la liberté. Mais aller vers une bipolarisation comme nous sommes en train de le faire. Et puis Jacques Anciel, l'IFDG, pour le moment, on voit qu'il y a deux grandes tendances. Je sais qu'avec le temps, ça va être réglé dans 5 ans, 10 ans. On ira vers une bipolarisation de la vie politique guinéenne. Comment est-ce que possible quand on voit déjà les compagnons fidèles de l'UFDG par exemple qui aujourd'hui prennent un retrait malgré cette volonté exprimée par le président du BL par exemple à mener la médiation afin de fortifier davantage ou à fortifier je vais dire l'opposition républicaine. Ça dit que il faut même prendre des lois, prévoir même s'il faut dans notre constitution, freiner un peu la transhumance politique. La transhumance aussi joue pour la formation des deux pôles qu'on doit mettre en place, comme les Américains, les démocrates et les républicains. Voilà, on va prendre cet autre auditeur, monsieur Bachir Lelouma Diallo. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Ouais, moi j'ai appelé juste pour vous saluer et saluer notre invité et ensuite pour l'encourager, pour le féliciter. Moi je veux juste apporter mon grain de sel, c'est juste pour dire que pour résoudre le problème guinéen c'est pas difficile. Il suffit juste de se mettre aux affaires de tous les Guinéens. Hein? Et il ne s'agit pas de se dire que ceci ou cela. Et si, par exemple, on a vu en 2007 M. Fofana qui est décédé là, le syndicaliste. Hein? Oui. Quand il était avec Adjarabi et tout, en 2007, on distinguait qui était Pel ou bien qui était Malinké. Au contraire. Alors, merci à vous, monsieur Bachir Diallo, qui veut aussi que la Guinée soit unifiée dans ce sens politique. 666 99 99 36 666 99 99 31. Appelez-nous, posez soit des questions à notre invité ou apportez-vous aussi votre analyse sur les thématiques débattues. On a parlé des accidents, de la fréquence aujourd'hui des accidents dans notre pays. On a eu Balamoussa Konaté, notre spécialiste maison. Également la spécialisation ou l'ambition de spécialisation des journalistes aujourd'hui dans les différents secteurs, une ambition de la structure Wassolon Agency Communication. On a également entendu le juriste Mamadi Troakaba aujourd'hui sur la passation qui va avoir lieu dans l'après-midi à la CENI, Maître Kébé, qui est confirmé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Notre auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Votre nom, vous appelez d'où? Oui, ici à Sangaredi, Bari Boubacar. Monsieur Bari Boubacar nous appelle de Sangaredi. Par quel moyen vous nous écoutez à Sangaredi? Oui, il y a TNT Africa. TNT Africa, je prends à la radio. Pardon. À la télé. Oui, je vais participer à votre émission. D'accord. Est-ce qu'on ne peut pas... On ne peut pas faire des partis en Guinée, puisqu'il y a trop de problèmes dans le pays là. Deux partis? Oui, comme les Européens. Oui, mais même en Europe, même aux États-Unis, il n'y a pas que deux partis. Hein. C'est qu'il y a deux dominants, oui. Mais il y en a beaucoup. Oui, mais vraiment dans le pays là, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On vous a compris, mais on estime quand même à Sangaredi, il y a moins de problèmes entre vous, habitants de la localité. Non, ça pour nous par là, il n'y en a pas. Ah, Dieu merci. Non. Alors, merci d'être passé dans cette émission. Monsieur Barry. Alors, merci beaucoup. Il est d'ailleurs le dernier intervenant, puisque alors là, on va prendre le tout dernier au compte de l'émission de ce jeudi. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Ça va très bien, madame. Votre nom, vous appelez d'où? Je vous appelle depuis Kamaïne. Je suis étranger d'ici, quoi. Je suis venu passer les vacances. Maintenant, j'aimerais me retrouver avec monsieur le gouverneur, mais je n'ai pas la possibilité de me retrouver avec vous. Si vous pouvez m'aider, peut-être juste
Ouais, mais le gouvernorat, le siège, c'est dans Coronti. Demandez aux gens, ils n'ont qu'à vous montrer le gouvernorat et puis il y a tout un dispositif pour le rencontrer. C'est une personnalité publique, madame. C'est pas compliqué. Venez à Coronti, dans la commune de Kaloum. On va vous montrer le gouvernorat et puis adressez-vous aux services qui sont là. D'accord? Vous savez, monsieur, oui? Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Vous savez, je suis étranger, quoi. Ils ne devaient pas m'accepter de le voir. Non, non, il y non. a les gardiens là-bas. Non, il faut tenter d'abord. Voilà, ne restez pas à distance pour déjà deviner si... Ce qui doit advenir. Arriver sur place, vous saurez davantage. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Le mot de la fin, monsieur Yatara. Le mot de la fin, je ne peux que remercier la télévision TATV et la radio chez FM et les aimables auditeurs qui ont pris leur temps pour nous poser un certain nombre de questions qui doivent être résolues pour permettre à notre pays d'être stable. Vraiment, j'invite tous les consultants qui ont donné leur point de vue sur les thématiques développées aujourd'hui et je prie nos hommes politiques qui nous commandent actuellement d'être bien éclairés. D'être bien éclairés, de mettre l'intérêt général devant et ne pas être tout le temps poussé par des intérêts personnels et égoïstes. Pour permettre à la Guinée d'être un pays émergent. On a la potentialité, on est potentiellement riche mais pauvre. Et il faut qu'on ait les moyens de transformer nos potentialités en richesse, sur tous les plans, en richesse humaine, parce qu'on a des mines de compétences, et bannir l'exclusion, la marginalisation, tout ce qui est ethnocentrisme, tout ce qui est... Faire la promotion de l'inclusion. L'inclusion. Ibrahima, Dr Yatara, merci d'être passé dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara également. Merci. Pour la co-animation, merci à Bouakarami Bangoura, Kabine Sano pour la mise en onde de côté radio, Alassane Diallo, Sekou Touré, Kadia Touré, Moro Moukamara pour la réalisation côté TATV. La rediffusion de l'émission, c'est à 22h15 sur Africa Today Télévision et 22h05 sur Chéri FM 104.1 ou encore aller sur notre site www.tamtamguinée.com pour regarder l'intégralité de la vidéo. Quant à nous, on se reprend demain, vendredi 18 août, au compte du dernier numéro de la semaine. Un autre rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. Encore une fois, merci de l'attention et portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare